And it's time. Good afternoon, everybody, and a very warm welcome to today's ABAN Masterclass on UHADA and Equity Investment, Building a Foundation of Trust in Francophone Africa. My name is Adeola Keru, and I am the Investor Relations Lead at ABAN, the African Business Angel Network. I am pleased to be your host for today's session. We're starting right on time, and we expect more people to be joining us as we go along. So thank you for being here early. Today's conversation will be conducted in French. I'll begin in English, of course, to outline what to expect, and I'll walk us through the structure of this our time together. So, the section is part of ABAN's broader mission to equip early stage investors and entrepreneurs with the legal knowledge and tools needed to foster responsible, inclusive investment across Africa. We'll be focused on the OHADA legal framework and how it supports cross-border equity investment, legal confidence, and trust building across Francophone startup ecosystems. So here's how the session will run. We'll begin with a conversation between our guest speakers, a fireside chat, if you will, and then it will be followed by a Q&A session where you can put your questions. But as the session starts, you can also put your questions in the chat as they're speaking. And at the end, we'll be sharing a Google form in the chat, not only to get your feedback, but also so we can stay connected with ABAN and our upcoming sessions. So our guests are here. They're part of the meeting, and we're honored to be joined by them today. They're two leading legal experts with deep experience navigating OHADA and early stage investment law. So they'll introduce themselves, and then we'll start. So I'll hand you over to our guest, Lionel, if you will, and Eduardo. Hello, bon après-midi à tout le monde. Alors, merci Adiola pour cette introduction. Mon nom est Lionel Kabila. Je réside en République démocratique du Congo, où je suis consultant MPME et Startup, euh, consultant juridique et business pour les MPME et Startup avec plus de 10 ans d'expérience et des pratiques d'accompagnement des MPME dans leur structuration et développement dans la sous-région, essentiellement sur les pays d'Afrique centrale, en RDC et le Congo d'en face. Brièvement, voilà comment je peux me présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Edouard Robert Akiri-Brou, je suis avocat. Je conseille essentiellement des startups ou même des banques dans des prises de participation et plus récemment un fonds souverain dans ces prises de participation. Donc je suis à la fois côté en conseil startup que en côté investisseur. Je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. So we would want to go straight into the conversation, Lionel and Eduardo, if you will. Yes, we can start. Hi Lionel. Yes. Alors, je pense que nous sommes tous réunis pour échanger autour de cette question de l'utilisation du droit OHADA en matière de capital investissement. Comment le droit OHADA, quels sont les outils du droit OHADA finalement pour pouvoir accompagner tant les startups que les, les venture capital dans cette aventure. Et donc, il s'agira d'une conversation entre moi et Eduardo. Je te laisserai la primeur de pouvoir nous guider à travers cette conversation
tout au long de cette séance. Merci beaucoup, Lionel. Je pense qu'il faudrait, avant de rentrer dans les aspects de private equity ou de capital investissement, voire de capital risque, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on évoque ce que c'est que l'OHADA. C'est quand même un marché de 275 millions d'habitants et de 17 États membres, principalement des États d'Afrique subsaharienne qui ont le français en commun. Et donc, la particularité de l'OHADA, en fait, c'est qu'il a un régime unifié, en fait. On harmonise les lois des affaires pour garantir une sécurité juridique et judiciaire aux investisseurs et aux entreprises. C'est-à-dire que le même droit est commun aux 17 États membres. Et sur le plan procédurier, il réduit les obstacles réglementaires pour permettre une facilitation des transactions. Et donc, ça a pour conséquence d'attirer les investissements étrangers et locaux. Et donc, ça permet le développement économique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de balkanisation du droit, en fait. C'est ce à quoi l'OHADA a réussi, en fait. Euh, tout à fait, Edouard. Et peut-être pour enchérir sur ce que tu viens de dire tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces questions de droit, il faut remonter en 1993, où certains États des traditions civilistes, donc la plupart ont été colonisés par la France, ont eu à se réunir pour créer l'OHADA. Mais il faut noter que l'OHADA est une organisation qui reste ouverte à tous les pays membres de l'Union africaine. Et donc, même des pays qui n'ont pas le français comme langue principale ou langue officielle peuvent rejoindre le l'OHADA. Parce que comme langue du travail ou langue officielle de l'OHADA, il y a bien évidemment le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Et le plus gros avantage avec le droit OHADA, c'est qu'aujourd'hui, ça permet aux startups et aux opérations de capital investissement de pouvoir créer et structurer une entreprise dans un pays OHADA et de pouvoir facilement scaler dans les autres pays OHADA parce que basiquement où les fondements juridiques du droit des sociétés est plus ou moins commun à tous ces pays-là sans avoir à chaque fois à recommencer. Bien évidemment, il y a des petites subtilités, différences réglementaires en fonction des pays, mais c'est l'un des plus gros avantages de ce droit au WADA. Maintenant que ce cadre est posé, je suis tenté de demander à Eduardo, est-ce que à ce jour, on peut parler d'un droit du capital investissement en Afrique subsaharienne? Oui, quand même, on peut, enfin oui et non, parce que il y a certaines zones qui sont beaucoup plus avancées que d'autres. Par exemple, la zone CEMAC par rapport à la zone UMOA est légèrement en retard. La zone UMOA, par exemple, a mis en place un cadre légal qui est la loi uniforme de l'UMOA de 2003 relative aux entreprises à capital fixe. En fait, cette loi-là permet aux investisseurs ou aux business angels de créer une entreprise ou une série d'entreprises avec des capitaux pour pouvoir faire des prises de participation, que ce soit avec des actions ou avec des valeurs mobilières, que l'acte uniforme, par exemple, permet de reconnaître. Et ensuite, quelques années plus tard, il y a eu une directive portant harmonisation de la fiscalité applicable à ces entreprises, en fait. Donc, cela fait que sur le plan régional ou communautaire, en tout cas dans la zone UMOA, il y a un cadre. Et le Togo, le Bénin et le Sénégal font partie des pays qui ont transposé ce cadre-là dans leur corpus. Maintenant, il reste la zone CEMAC dans laquelle on a quelques outils également, mais la transposition vient de plus en plus tard, en fait. Donc, il existe un droit du capital investissement qui est parfois utilisé par l'OHADA, puisqu'avec l'OHADA, on peut émettre des obligations de bons de souscription d'actions
ou des bons de souscription d'actions ou des obligations convertibles. Donc, que ce soit sur le plan communautaire, sur le plan régional ou le plan national, oui, on peut dire qu'il existe un droit du capital investissement, oui, sans compter bien évidemment la doctrine qui vient se greffer sur cet ensemble de corpus législatifs. Et où est la place du droit au WADA finalement dans cela? Tu as évoqué la zone UMOA. Euh, il y a, je pense, sauf erreur de ma part, aussi la zone CIMAC qui a quand même certaines règles qui peuvent être appliquées à certaines transactions. Mais Oui. le WADA, tout ça, où est la place? Quelle place offre le WADA au capital investissement? Quelle place offre l'OHADA en capital investissement? L'OHADA offre deux façons de faire les choses. C'est-à-dire que soit vous faites du capital investissement par le moyen classique, qui est une augmentation de capital avec un share purchase agreement, donc un contrat de vente d'actions ou de cession de participation. Soit vous allez un peu plus en profondeur, vous avez des outils donc d'obligations convertibles, et là qui vous permettent d'accueillir l'investissement, si vous êtes bien sûr côté startup, ou bien de donner l'investissement si vous êtes côté investisseur ou côté fonds. Et ensuite, à un moment donné, à un événement déclencheur qui sera d'ordre contractuel, vous avez la possibilité de convertir votre investissement, vos obligations donc, en actions. Et à ce jour, c'est l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique qui permet ça en fait. Donc l'OADA permet d'avoir un réel outil de capital investissement. Et on peut même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous avez des managers ou des techniciens, quand je dis techniciens, je parle évidemment des ingénieurs, des personnes qui savent faire le métier, comme on dit, vous pouvez les intéresser, en fait, en faisant des obligations convertibles en actions sur une certaine date. La logique contractuelle et l'acte uniforme vous permet de fabriquer des sortes de stock options ou des BSPCE, comme on voit en droit français, des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, qui peuvent vous permettre à la fois de fidéliser un investisseur, mais surtout de fidéliser vos talents. Et donc, vous pouvez avoir un capital investissement à deux échelles, voire même à trois. C'est-à-dire que vous avez l'investisseur, l'actionnaire fondateur de la société, donc le start-upper, et le niveau juste en dessous, vous avez les talents, donc la force de travail de l'entreprise, qui sont les ingénieurs, le Chief Technology Officer ou le Chief Financial Officer. Merci pour ces précisions. Peut-être pour te compléter, pour un peu rentrer dans le corpus législatif du droit OHADA, l'OHADA agit avec différents instruments qu'on appelle les actes uniformes qui s'appliquent directement dans les pays, dans les États partis et ont une force supérieure aux lois nationales. Et à ce jour, il y a 10 actes uniformes. Et lorsqu'on parle du capital investissement dans la région OHADA, différents actes uniformes peuvent intervenir à un moment donné ou à un autre dans le processus ou dans cette transaction-là. Tout à l'heure, Edouard a beaucoup plus mis en avant l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, qui déjà a beaucoup d'outils dans les formes juridiques proposées, dans le type des clauses contractuelles qui peuvent être mises en place, ou les structures juridiques, les parcs d'actionnaires et autres. Mais il y a aussi les autres actes juridiques, plutôt les autres actes uniformes OHADA, qui, à un moment donné ou à un autre, peuvent intervenir dans cette relation qui existe entre la start-upper, la start-up et le fonds d'investissement ou le capital risque, l'investisseur finalement, qui serait tenté à pouvoir entrer dans le capital de la start-up. Et on peut évoquer l'acte uniforme sur le sûreté qui met en place certains mécanismes en faveur
des différentes parties, l'acte uniforme sur les procédures collectives pour sauver une entreprise. Et on peut évoquer comme ça différents actes uniformes sur l'arbitrage pour évidemment encadrer les possibles conflits qui peuvent exister entre les différentes parties. Et je pense que ce sont des aspects qui ne sont pas négligés, mais qui permettent d'avoir un cadre juridique assez prévisible, uniforme et qu'on peut facilement anticiper lorsqu'on s'engage dans une relation de capital investissement. Et je suis tenté de te demander, Eduardo, avec ces différents outils à ce jour, est-ce que nous avons des cas concrets, des success stories que tu pourrais éventuellement, tu as tout à l'heure évoqué le fait que tu es du deux côtés, côté PME, ou côté startup et côté capital investissement. Est-ce que tu peux partager avec nous certains cas concrets de l'usage du droit au OHADA dans certaines transactions que tu as eu à accompagner? Oui, je vais essayer de le faire sans donner des noms. Par exemple, il y a la possibilité, par exemple, que une société dans la fintech avait, elle a, elle avait un investisseur qui était aux États-Unis, donc dans la Silicon Valley, et qui a fait un investissement de à peu près 400 000 dollars dans la structure en utilisant, par exemple, uniquement les mécanismes du droit au HADA, donc les mécanismes d'obligation convertible en actions. Donc, on est passé par l'équivalent des safe notes en droit américain, qui sont les BSAR aujourd'hui. Et par exemple, il y a aussi une autre... Peut-être, sans vouloir t'interrompre, Eduardo, oui. tu peux peut-être, pour notre audience, expliquer c'est quoi les safe notes et voilà. En fait, les safe notes et les BSAR, c'est la même chose, en fait. C'est juste la langue qui est différente. BSAR, c'est bon de souscription d'actions et R, c'est accord d'investissement rapide. C'est des contrats par lesquels l'investisseur s'engage à mettre une somme fixe qui sera plus tard convertie en un nombre d'actions données. Et là, pour le coup, cette conversion en nombre d'actions données, ce sont les financiers, les cabinets en conseil en financement ou les banques d'affaires qui calculent cela. Et c'est des calculs qui sont défendus lors de la valorisation de la société. Donc, c'est une formule, en fait, que j'intègre dans dans mon contrat et qui a été décidée ensemble par les parties. D'ailleurs, c'est bien la preuve que même quand on fait du droit, on a besoin de gens qui n'ont pas fait du droit et qui doivent comprendre ce que l'on fait. Donc, ça suppose que vous ayez des financiers qui savent faire des formules et qui savent tester des modèles financiers. Sinon, le droit au HADA n'aura servi à rien, en fait. Vous serez obligé de passer par le droit des sûretés pour faire un investissement. Mais si on revient à ta question, il y a on voit de plus en plus d'opérations qui se font. Par exemple, il y a eu l'opération La Paire avec Savio Ventures, où ils ont fait une opération de rachat avec l'ensemble des points de vente de La Paire. C'était par exemple au Gabon, au Togo, au Sénégal et dans d'autres pays encore. Ça, c'était une opération de private equity sur deux zones différentes. Donc, le marché dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique centrale commence à mieux se structurer. Et on voit par exemple des fonds comme Investisseurs et Partenaires, IEP, qui veulent mettre en place des fonds plus petits que leurs fonds habituels. On ne va pas les appeler des mini-fonds, mais c'est tout comme qui vont être spécialement dédiés aux marchés locaux et non aux marchés régionaux. Parce qu'ils ont compris que certaines startups avaient de bonnes idées, mais elles n'étaient pas ready to invest. Donc, avant d'investir dans ces startups-là,
Donc, avant d'utiliser les mécanismes WADA, par exemple, elles vont devoir structurer ces startups, les préparer, voire les accélérer avant d'investir là-dedans. C'est ça la particularité de nos marchés. Il y a très peu de startups sur lesquelles vous pouvez faire des tickets de 400 000, 500 000, 1 million d'euros. Il faut d'abord les préparer. C'est la petite particularité. Cela suppose que le fonds ait du temps à investir. Mais il y a quand même de belles opérations qui se sont réalisées entre cette année et même cette année. Il y a d'ailleurs un des fonds souverains du Togo qui commence à regarder pour investir dans une société de transformation agricole de produits bio. Donc la prise de participation se fera cette année avec un horizon de sortie de 5 à 7 ans. Donc il y a de l'appétit à condition, bien sûr, que l'opération soit bien structurée et que le start-upper ait les pieds sur terre et connaisse son métier. Voilà. Et peut-être pour te compléter, le start-upper doit connaître son métier et il doit aussi être bien structuré. Souvent, de ma petite expérience, c'est que souvent, c'est au moment de la levée de fonds que la start-up se rend compte que le statut juridique qu'il avait eu à choisir en son temps n'est pas du tout adapté ou assez flexible pour une opération d'investissement. Et donc, Oui. petite astuce, c'est que justement avec le droit WADA aujourd'hui, depuis 2014, il y a eu l'introduction d'un type de société qui n'existait pas dans nos droits traditionnels, dans le droit des sociétés traditionnelles, notamment en RDC, c'est la société par action simplifiée. C'est un outil très puissant dans ce contexte des capital investissements, mais qui est souvent ignoré, ce qui fait que souvent on a des startups structurées sous SARL, ce Mhm. qui limite une certaine flexibilité et fait en sorte que lorsque ils sont dans une transaction de levée des fonds, ils doivent refaire les statuts parce que justement la SARL n'est pas suffisamment flexible et ne permet pas d'intégrer certaines clauses. Tout à l'heure, tu étais en train de parler des SAFE, Simple Agreement for Future Equity, qui existent sous d'autres cieux assez réglementés. Dans nos pays, ce n'est pas assez réglementé, mais il y a une possibilité de pouvoir les exploiter, notamment avec les pactes, plutôt les pactes d'associés, d'une Mhm. part, et d'autre part avec les actions de préférence, Oui. qui sont possibles uniquement dans les SAS, les sociétés par action simplifiée, et dans les sociétés anonymes. Et donc, le petit conseil pour les startups qui sont dans l'audience, c'est justement de s'y prendre très tôt dans la structuration même de votre entreprise, à faire le bon choix juridique dans la structuration de la boîte et être assez flexible pour que lorsque les opportunités se présentent, vous n'ayez pas à revenir sur, on va dire, la paperasse qui peut prendre du temps et retarder une opération les opérations qui se veulent souvent rapides. Euh, Edouard, peut-être une autre question, toujours dans cette idée d'être un peu plus pratique, de l'idéation à la structuration, au closing et même voir l'exit. Quel parcours juridique idéal? Tout à l'heure, j'étais en train de parler de la forme juridique euh, de la Idéal. start-up idéale. Toi, quel serait ton conseil pour non seulement les startups, mais également pour les fonds d'investissement? Sur quels aspects ils doivent être regardants lorsqu'ils veulent entrer en relation, en transaction avec une startup? Moi, la première des choses que je dirais, c'est d'abord entre l'investisseur et le start-upper ou la start-upeuse, c'est connaissez-vous en fait. Connaissez-vous, apprenez à vous faire confiance et essayez d'aller dans la même direction. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous faites ça, vous êtes capable de sortir un term sheet qui n'est plus négocié. Le term sheet, c'est quoi? C'est une feuille sur laquelle le calendrier de l'investissement, les raisons de l'investissement, la transformation
et le closing sont annoncés. Et c'est un papier qui évite aussi bien les frustrations du start-upper que les frustrations de l'investisseur. Une fois que c'est fait, maintenant, on regarde si la société, c'est une SARL qui est restée SARL ou c'est une SAS ou une SA. Si c'est une SARL, ben, il faut transformer la société en SAS ou en SA. Moi, je préfère personnellement les SAS. C'est beaucoup plus flexible. Et en plus de ça, quand vous mettez une SAS à capital variable, vous avez moins de démarches au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier. Et donc, ça vous fait moins d'argent en termes de dépenses administratives. Une fois que vous êtes d'accord sur ces sujets-là, vous commencez à faire un rapport de gestion pour pouvoir convoquer les actionnaires. Et vous leur expliquez donc ce que vous êtes en train de faire et pourquoi est-ce que vous voulez lever de l'argent. Ensuite, ils vous autorisent à le faire avec ou sans suppression de leur droit de préférentiel de souscription. Généralement, il vaut mieux le supprimer pour pouvoir permettre à l'investisseur d'insuffler le cash beaucoup plus rapidement et de ne pas être, même si ça permet une dilution des actionnaires, ça c'est encore une discussion qu'il faudrait avoir avant. C'est pour ça que je dis, on en revient à ce que je disais au départ, il faut se connaître, il faut discuter, c'est important. Et puis une fois que ces questions-là sont réglées, en fait, vous pouvez ensuite aller à l'Assemblée générale et ensuite vous faites le contrat de BSAR, donc de bons de souscription d'actions et d'accord d'investissement rapide. Et dans celui-là, vous mettez donc un événement déclencheur. Et cet événement déclencheur, ça peut être un événement malheureux comme une cessation des paiements, ce que je ne souhaite pas, mais comme ça peut être aussi un événement heureux qui peut être, est-ce que si le chiffre d'affaires atteint par exemple 500 000 ou 1 million d'euros, est-ce qu'on ne convertit pas l'action, l'obligation en action? Ou généralement, ce que les gens mettent, c'est une date. Ils se disent dans 6 mois, à la fin de l'exercice social, par exemple, on va convertir. Donc, une fois que l'événement déclencheur est prévu, on peut signer le contrat. L'investisseur réalise l'investissement. Et donc là, on est dans la phase donc, de closing et de signing, puisqu'on a reçu l'argent et on a signé la documentation. Et puis, quand l'événement déclencheur survient, on, on fait les formalités nécessaires, c'est-à-dire nouvelle réécriture des statuts, publication au journal d'annonce légale, et ensuite, on remet au nouvel investisseur qui est devenu donc actionnaire, qui n'est plus créancier de la société, mais associé, la preuve de sa titularité des titres sociaux. Et je pense qu'avec ça, on a réalisé les formalités. Il y a une deuxième chose aussi, il y a une deuxième opération qui concerne les opérations un peu plus classiques qu'on avait l'habitude de voir il y a 10 ans, mais qu'on voit toujours, hein, mais sur des projets beaucoup plus importants. C'est une prise de participation directe. Par exemple, là, dans le cas que j'ai, j'accompagne une société dans le secteur de l'énergie, donc un producteur indépendant d'électricité, qui veut accueillir un fonds souverain. Ben là, ils ne sont pas passés par des obligations convertibles en actions, ils sont passés tout de suite par une vente d'actions. Donc, ils ont fait donc un contrat de cession d'actions qu'on appelle un Share Purchase Agreement, un SPA, et qui va déboucher donc sur les formalités que j'ai décrites, type réécriture des statuts, publication dans un journal d'annonce légale, et qui commence à peu près de la même façon. Rapport de gestion, assemblée générale autorisant la cession ou non. Donc de l'idéation à la structuration et à l'exécution de l'opération. Voilà à peu près les deux tendances de private equity pour une opération, en tout cas, ou de capital investissement pour une opération.
Merci pour ces précisions. Et peut-être pour te compléter, c'est que euh, l'histoire ne s'arrête pas là. Après, il faut continuer avec les opérations d'entreprise. Et c'est là où souvent il y a certains soucis qui arrivent dans la gouvernance, les conflits entre associés et autres. Et c'est pour ça que, au-delà des différents outils évoqués tout à l'heure avec Edouard, il faut aussi veiller à pouvoir prévoir ou anticiper un très bon parc d'actionnaires qui vous protège, vous, en tant que start-up, sur certaines questions. Certains veulent garder un droit de veto sur certains types de décisions, sur les recrutements, par exemple. Et ce Oui, sont des questions qui peuvent être abordées dans le pacte d'actionnaires et qu'il ne faut pas rédiger avec légèreté. Parce que souvent, c'est là où que le diable se cache avec certaines clauses euh, qu'on n'a pas très bien lu, qu'on n'a pas très bien compris. Et souvent, lorsqu'un événement déclencheur arrive, on se retrouve obligé, même soi-même, de pouvoir revendre ses parts ou de sortir de la boîte en même temps que l'investisseur. Et il y a oui. plusieurs clauses dans ce sens-là. Peut-être, Edouard, tu peux nous partager sur ces questions-là, les parcs d'actionnaires, le type des clauses, éventuellement à la faveur de la start-up ou plutôt des fondateurs, mais aussi des clauses qui peuvent être insérées en la faveur des investisseurs. Oui, ça, c'est les fameuses clauses de tag along et de drag along. J'ai du mal à les dire en français. En fait, le mécanisme est assez simple. En fait, ça permet de prévenir dans un sens ou dans un autre la dilution de de la personne. C'est-à-dire que c'est des clauses de sortie conjointes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'investisseur et le fondateur de la société, quand il y a un nouvel investisseur qui veut racheter, permettent de les sortir en les désintéressant de la société pour faire entrer le nouvel investisseur. Donc ça permet de injecter de l'argent, de faire table rase du passé, tout en gardant les acquis du passé ou du présent. Maintenant, tu parlais du shareholders agreement, du pacte d'actionnaires. En effet, le pacte d'actionnaires, en réalité, c'est un contrat de mariage, hein. C'est vraiment un contrat de mariage, c'est-à-dire qu'il faut savoir avec qui on se marie, pourquoi on se marie, et comme dans le mariage, chacun a des rôles prédéfinis qui permettent que le mariage fonctionne, il faut pas hésiter à les dire et à les nommer. Parce qu'en cours d'exercice social, donc en cours de mariage, on découvre des comportements ou on découvre des visions auxquelles on n'adhère pas. Lionel, on en rigole, mais Tout c'est à fait. c'est- c'est vrai et ça peut aller jusqu'à parfois même la dissolution de la société. Parce qu'il faut le rappeler, quand il n'y a plus d'affectio societatis, les conditions de l'associé ne sont plus, qui sont cumulatives, tombent. Et donc à ce moment-là, ben, c'est difficile de rester en société. Il y a de très belles sociétés comme ça qui explosent en plein vol. Exactement. Et c'est là, sans vouloir t'interrompre, il y a un type de clause qui, j'ai eu à avoir un cas par le passé où justement les associés en sont arrivés là, où justement à cause du comportement de certains, ils se retrouvent dans l'obligation où un groupe d'associés veulent éjecter un autre associé, mais malheureusement, comme ça arrive souvent, ils n'ont pas prévu ce type de clause en Oui, amont. Et dans ce genre de situation, la seule possibilité, c'est d'aller devant le juge. Et avec tout ce qu'il en va comme procédure judiciaire fait, ce qui fait que systématiquement, lorsque je suis consulté par des fondateurs, bien qu'il n'aime pas souvent cette clause-là, mais je veille systématiquement à prévoir dès le départ une clause d'exclusion ou de sortie. Et ensemble, on détermine les conditions ou les modalités déclencheurs de cette clause-là qui permet de gagner en temps, de gagner en énergie et d'épargner de l'argent. Euh, tu as sur raison. ces questions.
sur ces questions-là, effectivement, il faut être très regardant sur les différents types de clauses. Évidemment, il y en a beaucoup. Tout dépend aussi de l'imagination des fondateurs et du moment que ça reste conforme à la loi. Mais Mhm. effectivement, on peut envisager beaucoup de choses sur ces questions-là. Tu sais, pour éviter d'aller au pacte d'actionnaires et de créer des tensions lors de la discussion de la clause de rachat ou de sortie d'un actionnaire, moi, généralement, ce que je fais, c'est que ce sujet-là, je le règle directement dans les statuts, juste en dessous de la partie qui concerne le décès d'un associé. Donc, comme ça rentre dans la partie décès, psychologiquement, ils sont, après avoir lu la partie décès, ils sont préparés en fait à à une sortie ou à une fin. Donc, psychologiquement, ça passe mieux. Et dans la rédaction, dans l'adoption des statuts, quand tu es en plénière avec tes clients, ça passe beaucoup plus simplement. Mais je crois on est en train de monopoliser la parole. On va voir. Effectivement, on a planté les décors. Je pense que nous sommes plus de 30 personnes dans cette session. Je suppose que vous avez beaucoup de questions et nous serons ravis de les entendre et d'essayer tant soit peu de pouvoir y apporter des réponses. Et donc, nous ouvrons la parole à nos participants. La parole est à qui veut la prendre, manifestez-vous. Et vous pouvez aussi les poser dans le chat. On pourra les lire et les répondre au fur et à mesure. Je ne sais pas voir tous les participants, donc si vous voulez poser votre question, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro et y aller. Alors, pas de questions jusqu'ici. Je suis tenté à te poser une question supplémentaire en attendant que nos participants se préparent pour leurs questions. On parlait tout à l'heure de la dilution. Oui. Quelle autre technique tu peux suggérer aux fondateurs pour pouvoir mieux se protéger contre ces clauses qui peuvent finalement diluer leur participation dans leurs propres entreprises? Déjà, je pense qu'il peut mettre en place des mécanismes d'antidilution, c'est-à-dire que il peut, surtout quand il est salarié de la société, il exerce un poste donc de dirigeant ou de cadre de la société, il peut se faire voir attribuer des attributions gratuites en fait. Donc, le fait qu'il s'attribue des actions gratuitement en cas d'augmentation de capital lui permet, sans avoir à mettre de l'argent dans la société, d'augmenter ses parts et donc de renforcer sa présence dans la structure capitalistique. Il peut aussi, lors de l'augmentation de capital, bénéficier donc du droit de préférence du droit préférentiel de souscription et acheter de nouveaux titres. Ou il peut aussi, évidemment, créer les fameuses actions de préférence avec les catégories d'actionnaires que l'on connaît, donc catégorie A, catégorie B, avec ou sans droit de vote. Il peut même s'aménager des droits de vote doubles, voire triples, à titre exceptionnel, qui lui permettront, à défaut de ne pas avoir un nombre suffisant d'actions, il peut garder le contrôle de la société. Parce que tout n'est pas question d'argent, tout est question parfois de contrôle. Effectivement, effectivement.
On a tous en On- tête Steve Jobs, par exemple, qui a perdu le contrôle de sa boîte. Donc, je Exactement, pense que exactement. ça... Un classique. Oui, un classique. Entre-temps, du côté de nos participants, toujours pas de questions. Euh, je vais me mettre à citer les noms. Je vois Monsieur Joseph Gamboa, Madame ou Monsieur Diana Ishaga, Oui, je pense qu'on va en désigner. ingénieur que nous avons parlé. Et nous sommes curieux. Oui, Monsieur Isidore, vous avez la main levée, vous pouvez y aller. Et merci beaucoup, hein, je pense que il disait tout à l'heure qu'il ne trouve pas les mots en français. Peut-être c'est le cas chez moi, insightful. Donc, je trouve ça vraiment instructif et ça accompagne. Je pense qu'à notre niveau aujourd'hui, quand on parle de l'OHADA, on parle aussi des policies, on parle de ce qui se fait en local. Il y a pas mal de contraintes, pas mal d'exigences, pas mal de pratiques qui peuvent être inadaptées à notre contexte. Particulièrement quand j'ai vu ça, je me dis, je veux un peu comprendre. Mais là, effectivement, je me rends compte que aujourd'hui, j'ai un accélérateur de start-up et donc il y a pas mal de pratiques qui, à un moment donné, sont peut-être inadaptées à notre contexte. Et donc peut-être parlons-en. La question de transfert de fonds. Parce que j'ai un émir, j'ai un Chinois, j'ai un Indien, j'ai un Américain qui voudrait bien investir dans une start-up à RDC, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. La question juridique, elle est maîtrisée. Merci au docteur Edouard Robert. Je vous ai fait une demande sur LinkedIn. Et donc, on peut effectivement comprendre cela, comment ça marche. Mais quand la question de transférabilité se pose pour la zone OHADA, plus particulièrement dans la CEMAC et même peut-être dans l'UMOA, je ne maîtrise pas très bien votre contexte, mais à la CEMAC, j'en ai un peu connaissance. Comment on peut aujourd'hui accompagner les startups dans ces levées pour des investisseurs qui sont de l'autre côté, étant entendu qu'au niveau soit des banques centrales, soit au niveau des banques qui sont plus commerciales et autres, des questions se posent par rapport à ce processus de levée qui se complique de plus en plus avec une loi de finances dans mon pays à moi, le Cameroun, qui est plus ou moins encore à quelques horizons de ceux qui, vous savez, les startups ont toujours une longueur d'avance sur les politiques publiques. Donc, je veux être un peu édifié sur les mécanismes que nous autres pouvons envisager pour les startups que nous accompagnons. Parce qu'on est obligé aujourd'hui, moi, quand j'entends parler du CIF, j'entends parler du BSA, on est obligé de passer par Digital Africa, on est obligé de passer par Stand Up Africa, on est obligé de passer par Catalytic et autres, qui sont plus ou moins des mécanismes soutenus par la banque et autres pour essayer plus ou moins d'aider les startups locales. Et donc, s'il faut aller aujourd'hui sur des levées conséquentes de, de sites ou de services ABC, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me recommanderiez? Merci. Lionel, tu veux y aller ou je prends le point? Bon, je te laisse y aller. D'accord, ok. Merci beaucoup pour la question. En fait, Digital Africa et d'autres, enfin, je connais plus Digital Africa parce que c'est Proparco qui est derrière et donc ils ont pignon sur rue. Je pense que ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est bâtir une relation de confiance avec la banque. Donc, dans la mesure où elle vous connaît, elle a plus de scrupules à autoriser que l'argent vienne, pardon, depuis là où vous recevez l'argent jusqu'à là où vous êtes. Maintenant, en termes juridiques, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Le contrat miroir du SAFE, c'est c'est le R, l'accord d'investissement rapide. Donc, le Simple Agreement for Future, c'est ça en fait. Vous faites les deux contrats
et vous les faites miroiter l'un l'autre. Donc ça vous fait un ensemble contractuel. C'est cet ensemble contractuel-là qui est utilisé et que vous remettez à votre établissement financier pour lui dire en fait que voilà la transaction, le safe a été signé par moi et par l'investisseur, le BSAR a été signé et par moi et par l'investisseur. Le safe sera dans le droit de l'investisseur. Si c'est un safe surtout de common law, donc anglais, américain ou d'un autre pays. Et le BSAR, par exemple, sera de votre droit camerounais ou votre droit OHADA, en fait. Et c'est comme ça que vous pouvez, avec ces deux contrats, rassurer la banque pour leur dire, OK, ces fonds-là, ce sont des fonds qui sont dédiés, qui ont une destination bien précise. Et bien évidemment, vous leur donnez aussi les autres documents qui ne sont pas des documents juridiques, qui sont liés à la transaction. Les documents relatifs à la valorisation, le pitch deck, la communication que vous avez faite aux investisseurs. Donc en fait, c'est dommage, hein, mais vous devez être dans une situation où vous montez un dossier, en fait, pour convaincre la banque et vous avez besoin de ces pièces-là. Et c'est par exemple ce qui s'est passé avec Digital Africa à Lomé. OK. Je vois dans le chat une autre question. Comment matérialiser un safe en droit WADA actuellement? Et la même personne pose comment faire un BSR si la valeur n'est pas déterminée à l'avance, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre d'un safe. Comment matérialiser un safe en droit WADA actuellement? Le safe en droit WADA, c'est le contrat R, en fait. Pardon? J'ai entendu un bruit, en fait. Vous m'entendez? Oui, en t'entend, tu peux Oui, poser. oui, nous entendons très bien. Ok, super. En fait, le safe, c'est le R, en fait. Donc, vous faites un contrat de BSA type R et ce sera le safe, en fait. Tout simplement. Il y a pas d'autre forme. Mais comment faire un BSA R si la valeur n'est pas déterminée à l'avance? Ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre d'un safe. En effet, mais vous devez avoir des méthodes de calcul de valorisation de votre société. C'est ça qui vous permettra de déterminer après le nombre d'actions de votre société. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui vous permet, une fois que vous voulez faire l'événement déclencheur survient, que vous puissiez connaître à la fois la valeur de votre société, mais aussi le nombre d'actions qu'il faut. Ok. Toujours dans les chats, je vois une autre question de Rory Assanté. Comment conseillerez-vous une startup qui possède une société mère sous forme de C-Corp dans le Delaware et une filiale en Côte d'Ivoire sous forme de SARL? Dans le cadre d'une levée de fonds auprès d'un investisseur business angel investor, comment le droit WADA entre-t-il en jeu, notamment si l'investisseur est basé en Côte d'Ivoire et préfère opérer dans un cadre juridique local alors que les actions et la propriété intellectuelle de l'entreprise sont détenues par la société américaine. Je ne sais pas si tu comprends le sens de la Oui, question. oui, je comprends. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que la mère est au Delaware et la fille est une SARL à Abidjan. Et donc, l'investisseur veut investir dans la société, mais il ne veut pas investir dans la société au Delaware parce qu'il n'a pas confiance, en fait, en la société. Et donc là, de ce que moi je pense, hein, après Lionel,
tu peux aussi nous éclairer là-dessus. Je pense que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire déjà de transformer la SARL en SAS ou en SA. Déjà, première chose. Et deuxième chose, vous allez proposer à votre investisseur un contrat, un contrat Ah, d'inve- ben, bien. un Ouais. contrat d'investisseur. Et c'est ça qui est intéressant dans votre situation parce que vous avez des conditions qui entraînent l'investissement, des conditions type particulières. La propriété intellectuelle sont les propriétés intellectuelles sont détenues par la société qui est au Delaware. Donc, dans le contrat d'investissement de votre BSAR, vous devez vous engager à ne pas céder, à ne pas altérer ou à ne pas faire diminuer de valeur la propriété intellectuelle de l'entreprise américaine tant que vous n'avez pas l'accord du titulaire de BSA. Parce que si vous le faites pas, si vous le faites pas ainsi, la- il ne sera pas engagé et puis vous pouvez déclencher une erreur dolosive, un dol, pardon, ou une erreur dolosive. Donc vous êtes obligé de mettre des conditions pour qu'il puisse investir dans votre société. Donc votre contrat de BSA aura des conditions en fait. Tout à fait aligné avec toi. Tout effectivement en question de structuration juridique, puis du contenu de l'accord qu'on veut avoir avec cette entreprise. Et là, je vois Monsieur Fabrice qui écrit une fois de plus dans le chat. Dans l'UEMOA et la CIMAC, l'octroi de crédit est normalement réservé aux établissements de crédit agréés par les banques centrales. Certaines startups ou PME préfèrent recevoir un investissement sous forme de dette sans ouvrir leur capital au départ. Du coup, quel instrument utiliser compte tenu des contraintes ci-dessus? Hmm. J'ai jamais eu une startup. Ah si, une fois, qui préférait avoir une dette que plutôt de faire un contrat enfin, un investissement avec des valeurs mobilières. Euh, le problème avec le contrat de crédit, qui est la dette bancaire, c'est que quand vous devez de l'argent à la personne va compenser la créance. Et si la personne compense la créance, ben, vous pouvez vous retrouver sans votre société, en fait. Et donc, les instruments que vous pouvez utiliser pour un investissement de la dette, c'est le contrat de prêt ou le contrat de crédit. Et si la personne est votre associé, ben, vous lui faites une avance sur son compte courant d'associé. Mais encore une fois, ça peut se retourner contre vous si vous ne remboursez pas dans les temps. Mais de tête comme ça, je vous dirais que le premier outil qui me vient, c'est le contrat de prêt ou le contrat de crédit que vous ferez à la banque. Parce que c'est la banque qui a le monopole du crédit bancaire. Et donc, on parle plus d'investissement là. Lionel, qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, Moi, plutôt que de rentrer dans le fond de la question, c'est plutôt euh, de suggérer. C'est vrai que beaucoup des PME ou startups sont assez frileuses à cette idée de, d'accueillir des investisseurs dans leur capital et même dans la gouvernance. Mais je pense qu'il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir arriver à déverrouiller ce blocage-là. Et puis, effectivement, c'est le contrat de prêt, le contrat de crédit. Je ne vois pas non plus d'autres alternatives pour pouvoir arriver à contourner ces, on va dire, ces exigences réglementaires. Alors, ça va faire plus de 50 minutes que nous avons notre conversation. Je ne sais pas si nous avons le temps pour d'autres questions. Adiola, can we take other questions?
No, we're at the end, but then we did share a Google form in the chats in which they can keep in contact with you to ask whatever further questions that they would have. Okay. So thank you, our speakers. This was quite insightful. Before we close, I want to say thank you to every single one of you for being here today. These are the kind of conversations that help us build not only legal literacy, but trust. And that is the true currency of investment across borders. So we hope today's session has offered you valuable insights into how OHADA law can be applied. And we've now dropped a Google form. If you can go into the chat, you will see. Please take a moment to fill it. Your feedback makes us sharper, better, right? And we will make other future sessions be very relevant to you. So if you like to connect directly with any of our speakers, you can indicate that in the same form. And with your permission, your consent, we'll share your contact details to them so you can follow up with them directly. So on behalf of the entire event team, thank you again, and we look forward to seeing you at all of our next sessions. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye. Goodbye. Au revoir.